L'entrée du Poli ouvre à Albert les portes du monde scientifique, ce monde triomphant qui a constitué la physique tout au long du XIXe siècle. À cette époque, Lord Kelvin, l'inventeur des degrés, va jusqu'à déclarer à un parterre de scientifiques « La physique est définitivement constituée avec ses concepts fondamentaux ». Il y a bien deux nuages noirs, celui du résultat négatif de l'expérience de Michelson et Morley et l'énigme du corps noir. Ils seront rapidement résolus. Lord Kelvin ne se doute pas que les deux nuages noirs vont obscurcir rapidement l'horizon de la physique. Albert Einstein, après avoir changé de nationalité pour fuir le service militaire imposé en Allemagne, intègre le Polytechnicum de Zurich. Dans la promotion de 96, ils ne sont que 5 à se diriger comme lui vers une carrière professorale. 4 garçons et une fille d'origine serbe, Mileva Maric. Elle est très intelligente, très intellectuelle même. Elle est affectée de certains problèmes physiques. Elle boite beaucoup, par exemple, à la suite d'une coxalgie qu'elle a contractée dans son enfance. Les parents d'Albert Einstein voient cette relation d'un très mauvais œil. D'abord parce que c'est une intellectuelle. Ils voyaient plutôt pour Albert une sorte de mère au foyer docile et non pas une femme qui met en action sa pensée. Et avec Einstein, au contraire, ça va très bien se passer parce qu'ils peuvent discuter de sciences, de physique, s'écrivent des lettres d'amour tout à fait passionnées. Et donc, il s'agit d'une véritable histoire d'amour. Einstein s'épanouit intellectuellement au Poly. Il dévore avec passion les ouvrages des plus grands physiciens, lit les plus récentes communications ou les comptes rendus des dernières expériences. Ce qui intéressait Einstein, c'était la recherche, c'est-à-dire comment aller plus loin dans la connaissance que nous pouvons avoir de la matière. Et il avait l'impression que l'enseignement était en retard sur les questions qu'il se posait lui et pour lesquelles il voulait trouver des réponses. Donc la question de l'électromagnétisme notamment le fascinait et il a appris cette discipline dans tous ses recoins, dans toutes ses subtilités en autodidacte. Désormais, il sèche les cours. Albert voudrait mettre en évidence cet éther que la Terre traverse sans encombre. Les expériences se sont multipliées ces dernières années, elles n'ont rien donné. Il voudrait tenter sa chance, alors il imagine un nouveau dispositif avec le matériel du laboratoire. Le professeur Weber stoppe net sa fièvre expérimentale et finit par lui lancer à la figure « Vous êtes un brillant sujet, Einstein, mais vous n'avez qu'un défaut, vous n'acceptez pas le moindre avis. Pas le moindre avis. » Albert se fiche pas mal de ce que Weber peut lui dire, il est sur une autre planète. En physique, il dépasse le niveau de son professeur, et avec Mileva, il file le plus parfait amour. À la fin des 4 années qu'il passe au Polytechnicum, Einstein obtient son diplôme, avec des notes plus qu'honorables. Mileva, en revanche, échoue. Einstein essaie de trouver un poste universitaire, n'y parvient pas, notamment du fait que Weber a écrit des lettres très négatives à son propos, et contrairement à ses camarades, qui étaient parfois moins bien classés que lui, il n'obtient pas ce poste universitaire qu'il désirait pourtant avec une ardeur plus grande que ses collègues. Il voulait faire de la recherche, il avait besoin pour ça d'avoir un poste universitaire, et il n'a rien. Le 14 décembre 1900, Max Planck, grand physicien allemand, apporte la solution à l'énigme du corps noir. C'est une grande victoire, la formule fonctionne, elle décrit parfaitement la lumière qu'émet un corps en fonction de sa température. Mais Planck ne triomphe pas, il présente son équation comme un acte de désespoir. La formule semble contredire la nature même de la lumière. De là à conclure que la lumière ne se comporte plus comme une onde, il n'y aurait qu'un pas pour Planck. Mais Planck ne le franchit pas, il n'y voit qu'une bizarrerie mathématique. « 1901, l'année la plus noire de son existence. Toutes les démarches d'Einstein pour trouver un emploi se soldent par des échecs. Malgré cela, il laisse Mileva à Zurich et retourne à Milan dans sa famille.
il a l'intention d'annoncer à ses parents son mariage prochain avec Mileva. Pauline Einstein, bien sûr, n'est pas d'accord. L'annonce de cette possible union la met hors d'elle. Mileva n'a pas les qualités requises pour épouser Albert. En plus, elle n'est pas de confession juive. Albert doit renoncer à ce mariage. Mileva, qui avait échoué au concours de sortie du Polytechnicum, a redoublé. Elle est enceinte et elle part accoucher dans sa famille, très loin d'Einstein, d'une petite fille qui s'appelle Liesel, dont on a perdu la trace. On ne sait pas si elle est morte, si elle a été confiée à l'assistance publique ou si c'est encore une autre hypothèse qu'il faut choisir. Il essaie malgré tout d'avoir une activité de recherche. Il écrit notamment son premier article sur la capillarité, qu'il envoie à la revue Annalen der Physik, la grande revue allemande de l'époque, et à sa grande joie, son article va être publié. Le principe de capillarité dont Einstein fait référence se produit lorsque l'on plonge un tube étroit dans une solution. Le liquide a tendance à s'élever le long des parois. C'est le même phénomène qui fait monter la sève dans les plantes ou forme un ménisque dans une éprouvette. Alors, en 1901, Einstein s'intéresse à la capillarité. Alors, la capillarité, c'est le fait que l'eau monte ou un liquide monte. Par exemple, ici, il y a un ménisque, ça veut dire que sur les bords, ça monte. Alors, la question, c'est pourquoi ça monte? Si ça monte, c'est nécessairement qu'il y ait une force qui tire l'eau vers le haut, parce que sinon, ça ne monterait pas. Bon. Alors, à l'époque, les chimistes refusent l'idée de molécules. C'est une hypothèse, ça n'a pas droit de citer en science. Einstein, lui, fait quelque chose d'audacieux, selon une certaine tradition en physique. Il considère que là-dedans, il y a des molécules, il admet qu'il y a des trucs, des petites billes, et que ces petites billes peuvent s'attirer par une force centrale. Donc évidemment, si elles sont attirées par le verre, elles vont attirer la voisine, qui va attirer la voisine, qui va attirer la voisine, et évidemment, la force décroît. Mais dire ça s'attire, c'est pas de la science, ça c'est de la poésie. Hein. La science, Galilée l'a écrit, c'est le langage du monde est écrit en mathématiques. Donc il faut calculer. Or Einstein à ce moment-là n'a pas de laboratoire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire la physique théorique, ça veut dire précisément calculer. Einstein arrive à trouver une forme, qui est la forme de ce ménisque. Donc il arrive à trouver une loi de la capillarité. Et c'est ça son premier article. Cette parution n'offre malheureusement pas plus de travail à Albert. Il est toujours au chômage. Le 11 décembre, il lit dans un journal suisse une petite annonce dans laquelle un poste au bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne est déclaré vacant pour un poste d'expert de 2e classe. Alors Einstein obtient un entretien après avoir écrit une lettre dans laquelle il manifeste sa candidature. Et au bout d'un entretien de quelques heures, il est accepté comme expert de 3e classe par le directeur. Et il commencera son travail quelques mois plus tard, au mois de juin 1902. Un télégramme pour monsieur le directeur, attention, un télégramme. En 1902, voilà Einstein expert technique de 3e classe au bureau de la propriété intellectuelle de Berne. Cet emploi apporte à Albert un temps libre pour ses précieuses recherches. Il organise sa nouvelle vie, sciences appliquées aux heures de bureau, sciences fondamentales le reste du temps. Einstein s'épanouit intellectuellement au bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Il a de bonnes relations avec ses collègues, de bonnes relations avec son directeur. Et ses compétences en électromagnétisme font merveille. C'est pendant cette période-là que les grandes questions qu'il se pose depuis l'enfance et l'adolescence vont se solidifier, s'argumenter et aboutir aux grandes révolutions qu'il va mettre en scène en 1905. Il dira plus tard que ça a été une aubaine pour lui que de pouvoir travailler dans ce bureau fédéral de la propriété intellectuelle. À la fin de l'année, son père meurt. Désormais chef de famille, il prend un appartement sous les combles et invite Mileva à le rejoindre. Toujours en 1902, Philippe Lénard revisite l'effet photoélectrique, une curieuse manifestation de la lumière découverte par Hertz en 1887. Ce phénomène est utilisé de nos jours dans le fonctionnement de tous les capteurs solaires. L'effet photoélectrique découvert par Hertz, c'est le phénomène suivant. Quand vous envoyez de la lumière sur un métal, eh bien, cette lumière est capable d'arracher des électrons au métal et de produire un courant électrique.
Alors, on ne connaissait pas le mot d'électron à l'époque. Hein. Ce que Hertz avait constaté, c'était qu'on produisait un courant. On produisait un courant lorsqu'on envoyait de la lumière avec suffisamment d'énergie sur un métal. Philippe Lénard, en 1902, il apporte une avancée très importante qui est la suivante. Il constate qu'avec de la lumière rouge, ça ne marche pas du tout. Avec de la lumière bleue, l'effet photoélectrique marche très bien. Il est capable de produire un courant électrique. Et ça, c'est paradoxal, parce que cette notion de lumière ondulatoire n'introduit pas de différence si importante que ça entre le rouge et le bleu. Et pourtant, quelle que soit la quantité de lumière rouge envoyée sur le métal, même s'il emploie, si vous voulez, une lampe rouge ou infrarouge beaucoup plus puissante que la lampe bleue, eh bien, elle n'est pas capable de produire de courant électrique, c'est-à-dire d'arracher l'électron du métal. Ça, c'est très paradoxal. En ce début de siècle, la lumière devient de plus en plus paradoxale. Définie comme une onde par Maxwell en 1840, elle ne semble plus en avoir les critères. Une nouvelle définition de cette lumière s'impose. Mais qui dans la communauté scientifique aura le courage de tout remettre en question? Personne. C'est l'impasse. Einstein saisit cette chance unique. Au début de l'année 1903, Albert, contre l'avis de sa mère, épouse enfin Mileva. Un mariage entre deux témoins d'une grande simplicité. Animé d'une étourderie sans limite, le jeune marié oublie la clé du domicile conjugal le jour de ses noces. Einstein peut enfin recevoir des amis à la maison, une occasion de refaire sans fin le monde de la physique. Fidèle entre les fidèles, Marcel Grossman, un ancien du Poly. C'est un remarquable mathématicien, une aubaine pour Albert qui n'est pas le meilleur dans ce domaine. Parmi les habitués de la maison Einstein, il y a Maurice Solovine, un philosophe. Les échanges avec lui sont essentiels pour Einstein, dont l'intuition a toujours reposé sur la métaphysique. Autre grand ami, l'ingénieur italien Michele Besso, un aîné du Poly qui est sorti 5 ans avant Einstein avec des notes éblouissantes. Depuis, ils entretiennent des discussions sans fin sur les grands principes de la physique. Une physique qui ne fait plus la joie de Mileva depuis qu'elle a raté son diplôme de fin d'études au Poly. C'est maintenant une femme au foyer dont les pensées sont ailleurs. Elle attend pour bientôt un heureux événement. Dernier ami de ce petit cercle, Konrad Habicht, un ancien du collège de Munich. Habicht prépare à Berne son professorat de mathématiques. J'ai jamais vu ça dans Berne, jamais vu ça. C'est grâce à eux qu'Albert peut tester et confronter ses idées. Il a en face de lui des interlocuteurs de qualité. Comme à son habitude, il reçoit tout le monde en pantoufles. Ensemble, ils ont formé l'Académie Olympia, un club de réflexion.